Sidonie Bonnec sur France Bleu, Minute Papillon. Bonjour les papillons et bienvenue pour votre heure de savoir et de bonne humeur aussi. Entre le dopage, les trafics, les excès, la violence, vous allez voir que le sport ne rime pas toujours avec santé. Souvenez-vous, en 2013, Lance Armstrong, 7 fois champion du Tour de France, avouait s'être dopé. Face aux questions d'Oprah Winfrey, le coureur cycliste américain joue carte sur table. La voix n'est pas très assurée quand il s'agit de décrire le système de dopage mis en place par son équipe. Un système qu'il qualifie de professionnel, d'intelligent. L'envie de gagner est plus forte que tout. Armstrong assume le rôle de leader d'un système bâti pour lui permettre de gagner 7 Tours de France consécutifs. Ça paraît dingue ça. Extrait d'un reportage de Being Sport. Bonjour Cyril Devergy. Bonjour Sidonie. Bienvenue dans Minute Papillon. Vous êtes ancien préparateur physique et biologique. Vous avez vous-même préconisé et vendu des substances pour aider des sportifs à booster leur performance. Alors quand on entend Lance Armstrong parler d'un système organisé pour lui permettre de gagner 7 Tours de France consécutifs, ça paraît quand même assez dingue. Humainement déjà, est-ce qu'il était capable de gagner autant de fois sans dopage? Vous savez, quand on a affaire à un champion tel que Lance Armstrong, rien n'est impossible. Donc avec le moral d'acier qui le caractérise, oui, d'une certaine façon... Il aurait pu d'une certaine manière, mais pas sans se mettre en danger de mort. Il faut savoir évidemment que c'est sans dopage, vous voulez dire? Sans dopage, absolument. Ah oui, tout à fait. Pourquoi? Tout simplement parce que l'activité physique poussée à un tel extrême, obligatoirement, va générer un stress sur l'organisme avec des réactions biologiques en cascade qui vont faire que l'on sombre après dans une pratique mortifère. Donc pour survivre à la pratique d'un sport à un tel niveau, il est bien évident qu'il faut se supplémenter. Vous me posez une question très intéressante. Supplémenter, ça veut dire quoi? C'est-à-dire se doper, pour reprendre le terme largement usité. Malheureusement, c'est loin d'être suffisamment fort. Le dopage est organisé par son équipe, Cyril Devergy. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est fréquent dans le sport de compétition, ça, une organisation comme ça C'est quasiment permanent, bien évidemment, c'est quasiment permanent, parce que toutes les équipes, ou encore des clubs, travaillent avec toute une logistique mise en place qui tourne autour, évidemment, de leurs fournisseurs de produits, mais également d'espions infiltrés pour avoir connaissance des contrôles inopinés de dopage, etc. Des hackers également qui sont là pour infiltrer les systèmes informatiques des instances en charge de toutes ces choses-là, de manière en réalité à savoir quoi se prépare sur quel athlète. Attendez, vous êtes en train de dire, Cyril Devergy, que tous les sportifs de compétition se dopent? Encore une fois, pour survivre à la pratique d'un sport à haut niveau, il y a tout un tas de raisons physiologiques qui vont faire que, malheureusement, vous êtes obligé de vous supplémenter, bien évidemment. Sinon, vous allez courir des blessures, votre corps va exploser en un mot comme en mille. Le corps n'est pas fait pour ça. Cyril Devergy, vous publiez Confession d'un dopeur, c'est chez Nouveau Monde Édition, et on y lit que certains athlètes, ou leurs entraîneurs d'ailleurs, inventent des pathologies pour se faire prescrire des médicaments, et c'est le cas de l'asthme. Vous nous expliquez pourquoi? Oui, bien sûr. Déjà, la raison, elle est très simple. C'est qu'une pathologie, lorsqu'elle est officialisée et déclarée, rend son traitement, tout ce qu'il y a de plus officiel, et donc légal, non interdit, légal. Absolument, tout à fait. Alors, vous avez des préparations qui sont tout à fait... Là, on parle de l'asthme, on pourrait citer d'autres pathologies, bien évidemment. En ce qui concerne l'asthme, vous avez notamment une préparation qui s'appelle le clenbuterol, qui est une préparation qui en médecine traditionnelle sert effectivement à la bronchodilatation et donc on retrouve toute sa place en ce qui concerne le traitement de l'asthme. Alors bronchodilatation, j'ai fait un peu d'étymologie mais pas trop de sport. C'est-à-dire que les poumons qui s'ouvrent. Ça va vous dilater les poumons, favoriser les échanges gazeux et vous aider par conséquent à beaucoup mieux respirer. Donc il y a beaucoup de sportifs qui ont de l'asthme. Cette première indication en fait un produit tout à fait apprécié par les sportifs d'endurance, bien évidemment, parce que les échanges gazeux dans les poumons vont s'effectuer d'une façon formidable. Le clenbuterol, en l'occurrence, a d'autres effets qui sont tout aussi intéressants. C'est un puissant anticatabolique, c'est-à-dire qu'il s'oppose en réalité à la destruction tissulaire qui est amenée par la pratique sportive. Il favorise l'anabolisme musculaire par le biais d'une balance qu'on appelle une balance azotée positive. Quand on retient plus d'azote dans le corps que l'on en élimine, ça permet de fixer davantage les protéines et donc de favoriser l'anabolisme musculaire. C'est quoi l'anabolisme? L'anabolisme musculaire, c'est la construction du tissu musculaire. Ah oui, d'accord. Et donc la ventoline, ça permet aussi d'être plus musclé La ventoline, moins. Non, pas la ventoline. Le clenbuterol, ça c'est là en l'occurrence, ça c'est quelque chose de tout à fait bien particulier à ce niveau-là. Et rappelez-moi, ce médicament, on le prescrit pour quelle pathologie?
Eh bien, essentiellement en bronchodilatateur dans le cadre d'un asthme avéré. Et il y a d'autres maladies comme ça que les athlètes peuvent déclarer et qui oui, bien sûr, absolument. permet la consommation de médicaments qui vont aider aux performances sportives? Oui, bien sûr, tout à fait. C'est le cas par exemple de l'hypogonadisme, c'est-à-dire l'insuffisance de production d'hormones sexuelles qui débouche sur des infertilités, des aménorrhées chez les femmes, etc. Et s'il est avéré effectivement que un athlète est en état d'hypogonadisme, eh bien, il va de facto falloir le supplémenter. Alors, ça peut être de la supplémentation en zinc, précurseur de testostérone, notamment chez l'homme. Ça peut être diverses complémentations alimentaires comme ceci, mais surtout des préparations pharmacologiques qui vont permettre d'équilibrer son système hormonal. Donc, certaines sont légales, d'autres non. Dans l'absolu, elles sont Le zinc, toutes. c'est légal. Le zinc, c'est légal, absolument. Bah oui, tout à fait. Alors, je suis la première animatrice dopée de Radio France. Oui, bien sûr. Les oméga 3 également sont précurseurs hormonaux, puisque les hormones sexuelles sont synthétisées depuis la molécule de cholestérol. Une supplémentation en oméga 3 trouve donc tout sa place. Vous racontez une histoire dingue dans ce livre aussi, Cyril Devergy. En 1994, la gymnaste russe Olga Kovalenko raconte que ses entraîneurs lui ont demandé de tomber enceinte avant une compétition. Pour quelle raison? Ils lui ont pas demandé, ils l'ont exigé. Ils l'ont exigé, puisque elle-même explique que si elle n'était pas tombée enceinte, en réalité, avec toutes les conséquences, là encore une fois, physiologiques que ça implique, elle n'aurait pas eu le droit d'aller au jeu. Donc, et j'ajouterais même, comment dirais-je, la citation d'un ancien responsable de l'ex-URSS qui s'appelle Vadim Moseviou, qui dit qu'elle a eu de la chance, elle, en réalité, d'être obligée de tomber enceinte par un rapport effectué avec son petit ami, parce que beaucoup de ses copines d'entraînement étaient obligées de coucher avec leur entraîneur. Et pourquoi c'est bien de tomber enceinte? Enfin, évidemment, c'est pas bien. Mais pourquoi, pour ces compétitrices russes, il fallait tomber enceinte et avorter? Absolument. Avorter quelques jours avant la compétition, de façon, effectivement, à ne... C'est pourquoi? C'est parce qu'on est... Vous allez avoir, un taux de progestérone assez... Tout à fait, d'estrogène également, ainsi que de progestérone. Vous allez avoir, en réalité, un taux d'estrogène qui va être multiplié par 20 durant cette période. Les estrogènes participent à l'augmentation du volume sanguin, à l'augmentation des dimensions cardiaques, et ça trouve toute son utilité, notamment, on parle de gymnastes avec Olga Kovalenko, mais des athlètes, par exemple, de course à pied, tirent profit de ça aussi, parce que grâce à cela, elles ont une bien meilleure oxygénation, bien évidemment. Deuxièmement, les estrogènes participent également dans une certaine mesure à l'anabolisme musculaire, ainsi qu'à la calcification osseuse. Donc là aussi, on en tire un avantage. Solides. Tout à fait. Parallèlement à cela, vous allez avoir effectivement l'augmentation du taux de progestérone, qui lui se voit multiplié par 1000. La progestérone, là on revient sur les gymnastes, va avoir une conséquence, c'est celle de la laxité articulaire. Donc elle tire en réalité toutes les conséquences de ça grâce à une amélioration de leur souplesse. En supplément, la progestérone se convertit pour une partie en hormone androgène, testostérone androsténédione, via les cellules de Tech dans les ovaires de la femme, et obligatoirement ça favorise l'anabolisme musculaire. Minute Papillon, on en apprend tous les jours sur France Bleu. Vous aussi, vous rêvez d'avoir des muscles saillants, des abdos bien dessinés, mais attention à ne pas sombrer dans la spirale infernale du sport, comme Rob, interrogé par Slate dans le podcast « Un dealer dans ma salle de sport ». Si vous voulez vous faire une idée de son physique, pensez à Stallone ou Schwarzenegger. Et en fait, c'est logique. C'était ses modèles quand il a commencé le fitness. Avec lui, toute une génération de sportifs a poussé de la fonte en espérant leur ressembler. Et quand toutes ces personnes ont appris que leurs idoles se dopaient aux stéroïdes anabolisants, ils ont fait pareil. Moi, je parle sans langue de bois, donc je dis que j'ai pris des produits, j'en prendrai. Donc j'ai tout pris sauf le DNP des diurétiques. Donc voilà, les produits pour sécher, pour prendre de la masse, hormones de croissance, tous les dérivés de la testostérone, tout ce qui peut être pris pour améliorer son physique. Cyril Devergy, vous êtes un ancien préparateur physique et biologique et vous nous dévoilez les coulisses du dopage dans le sport que vous avez pratiqué. Est-ce que vous êtes dopé aussi quand vous avez commencé à faire du sport? Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr, je me suis supplémenté, puisque moi, je préfère en réalité utiliser ce terme, parce que, encore une fois, l'exercice d'une pratique sportive, quelle qu'elle soit, ne peut pas se faire sans complément, et sans compléments hormonaux notamment, si on en a la possibilité, on verra pourquoi plus tard. Non, mais on n'a qu'à le dire maintenant, parce que c'est pourquoi le niveau est tellement élevé maintenant dans le sport qu'on est obligé tous un peu de s'aligner, de faire appliquer plus de muscles. Il faut bien faire la différence en réalité entre un sportif de très haut niveau qui a des impératifs compétitifs, mais également le sportif amateur qui lui-même déjà est dans une pratique qui est complètement déraisonnable, parce que beaucoup trop fréquente et beaucoup trop intense. Entre autres choses, le sujet est très vaste, donc on va vraiment le schématiser. On va vraiment le schématiser. Je voudrais rester concentré sur. Il faut bien savoir en réalité que
la pratique du sport engendre un déficit hormonal. Tout Ouais. simplement pour une raison toute simple déjà. Il y en a 3, mais la première d'entre elles, c'est l'augmentation du débit sanguin qui est amenée par la pratique du sport. Qu'est-ce qui se passe? L'augmentation du débit sanguin va drainer obligatoirement tous les organes, à commencer par les glandes sexuelles, les ovaires chez la femme, les testicules chez l'homme. C'est bien ça le drainage? Comment? C'est bien Non. que ça draine? Non, Bah ça non, nettoie c'est- en fait, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, Ça et ça nettoie trop. favorise l'expulsion en réalité des réserves hormonales qui sont Ah. à l'intérieur des gonades, D'accord. donc qui vont être en réalité larguées dans le corps, Ouais. dans la grande circulation, ce qui dans un premier temps évidemment va avoir une incidence positive de préservation du muscle, de l'os, des tendons, etc. D'accord. Mais le problème, c'est que les réserves hormonales sont très longues à reconstituer. Il faut compter à peu près 2 semaines. Comme évidemment, en 2 semaines, on est retourné 10 fois sur son vélo, 10 fois sur son terrain de football, 20 fois à la salle de sport, etc., etc., obligatoirement, on n'a pas le temps de reconstituer. L'augmentation de la température centrale également est un effet qui permet d'inhiber la sécrétion d'une hormone hypophysaire qui s'appelle la LH et qui commande directement les glandes sexuelles. Troisièmement, les fortes poussées d'adrénaline constatées pendant la période de sport inhibent elles aussi la fameuse LH et donc rabaissent dans une troisième instance d'autant les taux d'hormones sexuelles. Donc pour être en forme, c'est ça que vous voulez dire, Cyril de Vergy, on est obligé de prendre des suppléments, des Bien sûr, compléments. parce que les conséquences de ça, en réalité, ça va être quoi? Ça va être des risques de fractures et de fissures osseuses, des risques de ruptures tendineuses, ainsi que de chefs musculaires. On va avoir également une démotivation, ainsi que des épisodes dépressifs qui vont s'installer. Donc obligatoirement, si vous voulez avoir en réalité la capacité physiologique de pouvoir survivre, je dirais, à votre pratique sportive, vous êtes obligé d'avoir un bilan hormonal positif. D'où la nécessité de prendre des compléments. Cyril de Vergy, vous publiez Confession d'un dopeur aux éditions Nouveau Monde et vous racontez votre parcours de sportif, de vendeur et puis de fabricant aussi de produits dopants. Comment vous êtes arrivé là en fait, à vendre, à distribuer des produits dopants? Alors, ce qui est Donc des produits illégaux, on est d'accord? Depuis 1998, avec la loi Buffet, bien évidemment, parce qu'avant, il faut quand même pas oublier que c'était des médicaments, des préparations qui étaient prescrites pour diverses pathologies, ainsi que séquelles de fractures, séquelles de chirurgie, etc., de façon en réalité à favoriser la cicatrisation, la récupération. Donc ce sont des médicaments, et par conséquent, c'était tout ce qui est plus légal. Seulement, comme l'usage détourné de ces médicaments en fait des préparations dopantes, avec la loi Buffet de 98, on a assisté en réalité à tout le retrait, à quelques exceptions près, de toutes les spécialités qui étaient concernées, et donc intéressantes pour les sportifs. Comment j'en suis arrivé là? Tout simplement à la base, parce que, évidemment, j'ai travaillé dur pour cela, j'étais quelqu'un réputé d'extrêmement bien connaître les principes de dopage, et surtout maîtriser l'emploi, les posologies, etc., et l'absence d'effets secondaires. Contrairement à d'autres personnes qui préconisent des posologies totalement délirantes, moi je suis jamais rentré là-dedans, et par conséquent mes traitements étaient extrêmement sécurisés. Pour quel type de sportif? Tous. Au début, essentiellement des culturistes. Puis après, j'ai eu des cyclistes sur piste, j'ai eu des tennismen, j'ai eu des nageurs, j'ai eu des coureurs à pied, bien évidemment. J'ai eu également, et ça c'est très intéressant de le mentionner parce qu'il n'y a pas que les sportifs, j'ai eu des danseurs. Alors, la danse est un sport, c'est une activité artistico-sportive, certes, mais parmi les plus durs qui soient. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. J'ai eu des acteurs, j'ai eu des cascadeurs, des acteurs qui ont besoin de maintenir une très belle condition physique pour pouvoir continuer à travailler, sont amenés effectivement à se supplémenter dans le cadre de leur pratique sportive, c'est parfaitement normal. Donc au début, effectivement, c'est un service rendu, puis un service rendu qui s'est en réalité répété. Un autre service qui en a amené un autre, et puis finalement, je me suis retrouvé pris dans un engrenage qui a fait que je me suis mis à fournir énormément d'athlètes. À cause de la loi 98 de Marie-Georges Buffet et le retrait des spécialités pharmacologiques des officines, des pharmacies, le marché a été inondé de contrefaçons, y compris dans mes propres filières d'approvisionnement. Or, pour quelqu'un d'aussi précautionneux que moi, en ce qui concerne la qualité des produits qui sont vendus, c'était absolument pas admissible, c'était pas envisageable. Donc en réalité... C'est vous qui avez arrêté, Cyril de Vergy, ou on vous a arrêté? Non, j'ai arrêté tout seul, absolument. Donc c'est à ce moment-là, en réalité, que je me suis mis à fabriquer, parce que en ayant le contrôle sur mes propres productions, là, je savais exactement la qualité et les dosages de ce que contenait chacune de mes préparations. France Bleu, Minute Papillon. Vous découvrez les coulisses du dopage assez commun dans le sport. C'est ce que nous raconte mon invité, ancien préparateur physique et biologique, Cyril de Vergy. Et c'est vrai qu'on va découvrir aussi avec vous, à l'occasion de la sortie de votre livre Confession d'un dopeur,
c'est que les sportifs ne sont pas les seuls concernés par le dopage. C'est aussi le cas des joueurs d'échecs. Mais que prennent-ils ? De certains joueurs d'échecs. Oui, de certains joueurs d'échecs, absolument. Alors cela dit, ce ne sont pas des sportifs, ça reste à prouver. Parce que ce sont des sportifs cognitifs, des sportifs intellectuels. Et puis c'est de l'endurance, ça peut être assez long. Terriblement, bien évidemment. Vous avez un stress durant la partie, surtout dans des parties disputées par des grands maîtres internationaux qui sont paroxystiques, je dirais. Qu'est-ce qu'ils prennent ? Ils prennent forcément quelque chose, en réalité, qui va les doper d'un point de vue cognitif. Et parmi ces premières spécialités, on trouve quoi ? La testostérone. Pourquoi ? Et oui, parce que la testostérone... L'hormone mâle, donc. Exactement. Elle a des vertus, en réalité, d'amélioration d'efficience intellectuelle. Elle va vous permettre de renforcer votre concentration, d'améliorer considérablement votre mémoire. Et en plus, comme l'hormone mâle, évidemment, renforce l'agressivité, donc les joueurs d'échecs tirent profit de ça en augmentant leur pugnacité durant la partie. Alors moi, comme je suis très paritaire, je me demande, Cyril Devergy, est-ce que l'oestrogène, par exemple, qui est l'hormone féminine, si on s'en injecte, ça apporte quoi ? Alors, anabolisme musculaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, augmentation de la masse sanguine, un effet très positif également sur la calcification. Pour être plus éveillé et plus puissant, il faut de la testostérone. Là, en l'occurrence, ça ne sera pas des estrogènes, absolument. Mais la testostérone, effectivement, va avoir des vertus psychotropes qui sont indéniables, évidemment. Ça se prend sous quelle forme, ça ? La plupart du temps par voie parentérale, c'est-à-dire en injection. Donc oui, bien sûr. Et donc, alors évidemment, là on n'a pas affaire à des athlètes à la musculature flatteuse et dont l'activité, l'effort, si j'ose dire, nécessite des qualités physiques exceptionnelles. Mais néanmoins, ces vertus psychotropes vont trouver toute leur place chez le joueur d'échecs. Mais cela dit, ce ne sont pas les seuls. Beaucoup de joueurs d'échecs peuvent également consommer de la cocaïne en dopant cognitif, ainsi que des amphétamines également. Mais tous ces gens, ils se mettent en danger, non ? Alors c'est particulièrement vrai pour la cocaïne. C'est particulièrement vrai là ce que vous dites là en l'occurrence, puisqu'on ouvre la parenthèse échec pour tout ce qui est amphétamine effectivement et cocaïne bien évidemment. Vous me rappelez ce que c'est les amphétamines ? C'est un stimulant du système nerveux central qui permet en réalité la recaptation de réserve en réalité vitale en principe d'adrénaline pour favoriser une augmentation de votre niveau d'énergie. Mais après, il y a les descentes, tout comme la cocaïne, qui fonctionne d'ailleurs à peu près de la même manière. Et là, lorsque vous êtes en descente, vous êtes en dépression totale d'hormones surrénales, en l'occurrence, tout ce qui est adrénaline, cortisol, et vous êtes obligé de traverser un moment de fatigue physique absolument terrible. Et comme encore une fois, la récupération est longue, il faut plusieurs jours pour reconstituer ses stocks, bien évidemment. C'est passionnant, Cyril Devergy, et pour en découvrir beaucoup plus sur cet univers et vos confessions d'un dopeur, il faut lire ce livre aux éditions Nouveau Monde. À bientôt, merci beaucoup pour ce partage. Mais c'est moi qui vous remercie. Minute Papillon, le magazine joyeux de la culture sur France Bleu. Toute la semaine, 14h-15h.